Télévision nationale congolaise Emeta de Kisangani dans son émission Vie et Société. Vie et Société pour ce dimanche 4 décembre 2022. Au pupitre de son, nous travaillons avec Papi Issia. Le micro, c'est Julie Losilo. Merci, Papi. Merci vraiment. Nous parlons d'un sujet très important aujourd'hui avec l'invité Dismas Kitenge, que nous disons déjà bonjour. Bonjour, Julie. Voilà, nous parlons du sujet, la mission actuelle de la MONUSCO en RDC. Nous parlons de cela parce que vous êtes internationaliste et vous savez ce qui se passe à travers la RDC. Alors, 22 ans, la force de la MONUSCO en RDC. Est-ce que c'est la force de maintien de la paix? Est-ce que c'est la force d'observation? Est-ce que MONUSCO est une force? À quoi la MONUSCO est force? Ce sont des questions que les auditeurs se posent normalement par rapport à l'existence ou encore à la présence de la MONUSCO en RDC. Sans tarder, nous allons plus vite parce que nous voyons que les minutes coupent déjà. D'abord, brève présentation parce que du jour le jour, l'agenda ou encore le curriculum évolue. Merci beaucoup. Je suis Dismas Kitenge. Je suis défenseur des droits humains au sein du groupe Lotus. Le groupe Lotus est une organisation de défense des droits humains basée à Kisangani, mais qui travaille sur l'ensemble du pays. Ensuite, je suis vice-président honoraire de la FIDH, Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, et je suis enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'Université Kisangani. Ok. Voilà. Si vous pouvez nous dire, si vous pouvez dire aux auditeurs comment la MONUSCO a été créée et comment cette mission, sa présence ici en RDC. La MONUSCO a été mise en place, créée, comme vous le dites, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité l'a créé en 1999 à la demande des partis congolais, c'est-à-dire le gouvernement congolais et les autres partis qui faisaient la guerre en 1999. Vous savez très bien, Julie, que le pays était en guerre entre 1996 et 1997, et puis après 1998 jusqu'à 2003. Hein, donc, pendant l'occupation rwandaise, ougandaise, RCD, MLC. Donc, pendant cette guerre de 98 à 2003, pendant 5 ans, le pays a connu ce que la communauté internationale a qualifié de la première guerre mondiale africaine. Ce conflit armé a mis aux prises 9 pays africains. 9 pays africains qui sont venus se battre au Congo. Les uns ont soutenu les mouvements rebelles, les autres ont soutenu le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. 9 pays. Lesquels, si vous pouvez les énumérer le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, qui ont soutenu le mouvement rebelle. Et de l'autre côté du gouvernement de Laurent Désiré Kabila, il y avait l'Angola, il y avait le Zimbabwe, il y avait le Mozambique, il y avait encore quel autre pays? J'ai parlé de l'Angola. Il y avait la Tanzanie qui a soutenu aussi. Donc là, nous sommes 7. Il y a encore 2 autres pays qui étaient entrés là et je vais les retrouver. J'ai parlé de la Tanzanie, la Zambie. La Zambie était entrée aussi en conflit en soutenant le gouvernement de Mouzé. C'est 8. 9, nous avons aussi le Soudan. Le Soudan, oui, mais le Soudan dans sa configuration ancienne. Pas le Soudan d'aujourd'hui qui est divisé par le Soudan et oui, voilà. Donc le Sud-Soudan, donc il n'était pas encore le Soudan. Le Soudan a soutenu aussi le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc voilà un peu 9 pays qui étaient en conflit. Donc, si vous mettez le gouvernement congolais, puisque j'ai oublié, il faut mettre en haut le gouvernement congolais, voilà, 9. Alors, voilà les pays qui ont fait la guerre. Alors, à l'issue de ça, la communauté internationale a dit la paix, puisqu'il y a 2 concepts clés pour envoyer une mission de paix. Il y a 2 concepts clés. La paix et la sécurité internationale étaient menacées en République démocratique du Congo.
la paix et la sécurité internationale étaient menacées. Paix et sécurité internationale. Ce sont deux concepts qui amènent les Nations Unies à intervenir. Alors les Nations Unies disent non, comme ça commence déjà, la paix et la sécurité internationale, pas interne, ce n'était pas seulement de la RDC, mais de la région des Grands Lacs qui était menacée, de la sous-région africaine. Alors on dit non, ça peut atteindre toute l'Afrique et faire une guerre, puis c'était déjà 9 pays qui se battaient. Alors on disait non, il faut qu'on crée. Et les partis étaient clairs. Et c'est ce qui a poussé le Conseil de sécurité à envoyer d'abord ce qu'ils ont appelé une mission d'observation de cesser le feu. C'était l'accord de Lusaka. L'accord de Lusaka qui a mis fin à la guerre, à la première guerre de libération ou la guerre de 98-2003. Le Conseil de sécurité a envoyé les observateurs. C'était une mission d'observation pour respecter le cessez-le-feu. Les belligérants. Mission d'observation avec armes. Avec armes. Mais il y avait quelques observateurs, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Ici à Kisangani, déjà en 1999, puisque moi qui vous parle, j'étais comme observateur de la société civile aux accords de Lusaka en Zambie. Et ces accords ont été signés au mois de juin 1999. Alors, la mission a commencé par la mission d'observation. La mission d'observation s'est transformée en une mission de maintien de la paix. Donc, en 1999, on a créé cette mission. Puisque vous avez dit 22 ans, en réalité, c'est 23 ans. C'est 23 ans maintenant que la MONUSCO est chez nous. Avec mission d'observation qui s'est transformée en mission de maintien de la paix. Mission de maintien de la paix, nous sommes s'est transformé en mission d'imposition de la paix, suivant le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire, là, on a trouvé que le niveau de menace était devenu grand, avec paix et sécurité internationale. On a dit qu'il y avait déjà un bouleversement. À ce moment-là, on a dit mission d'imposition de la paix. Alors, nous avions la MONUC, mission d'observation, de respect de cessez-le-feu, s'est transformée en mission de maintien de la paix, mission de maintien de la paix, mission d'imposition de la paix, jusqu'à ce que en 2010, on a changé de concept, nous sommes devenus MONUSCO. Nous sommes en train d'évoluer. Donc, quand vous parlez, nous sommes en train de voir ce sont seulement des termes qui changent. Qui changent. Est-ce que mission d'observation, mission de métier de la paix, et mission d'imposition de la paix, bon, est-ce que toutes ces missions ont réussi? Nous pouvons le dire. Bon, je dirais oui et non. C'est-à-dire le bilan est mitigé. Donc, il y a eu des aspects positifs. Par exemple, en 1999, quand on a créé la MONUC, donc mission d'observation, la réussite, c'était que la guerre s'est terminée. Les belligérants ont signé un accord de cessez-le-feu et après le cessez-le-feu, c'était la fin de la guerre. Ça, la guerre a commencé en 98. En 2003, c'était la fin de la guerre. Et on a signé les accords, puisque l'accord de Lusaka, c'était le premier accord. Après, nous avons eu l'accord de Sun City. L'accord de Sun City a mis fin à la guerre, non? Hein? Donc, là, nous avons connu le régime de 1+4. Et grâce aux Nations Unies que nous avons eu cet accord de Lusaka, cet accord de Sun City, hein, puisque l'Afrique du Sud a joué le rôle de médiateur, après que les autres pays ont joué le rôle. Vous savez, nous avions Gaborone qui a joué aussi son rôle. Donc voilà, donc j'ai dit, pour mettre fin à la guerre, la communauté internationale a réussi. Les Nations Unies ont réussi leur mission. En 1999, en 2003. Et après, la guerre va encore éclater sous autre forme de rébellion jusqu'à maintenant. Mais là, c'était une réussite. On peut dire l'objectif de la mission était atteint. Maintenant, quand on a créé la MONUC, la mission d'observation des Nations Unies au Congo, hein, c'était la mission d'observation des Nations Unies. Alors, la mission a connu aussi le succès puisque, premièrement, arrêter la guerre. Ils ont réussi à arrêter la guerre, comme je disais. Deuxièmement, unifier le Congo. Ils ont réussi à unifier le Congo, puisque vous étiez ici à Kisangani avec moi. Moi, j'étais déjà dans les droits humains, vous comme journaliste. Vous savez que nous étions coupés. Le Congo était émietté. Il y avait le RCD qui contrôlait une partie,
les MLC qui contrôlaient une autre partie, les RCD KML qui contrôlaient une autre partie, les RCD national contrôlaient une autre partie, les gouvernements de Mosée Laurent Désiré Kabila contrôlaient une autre partie. Donc le Congo, les Maïma, il y avait aussi des Maïma qui contrôlaient des parties. Nous étions coupés, je ne sais pas, à 6 ou 7 parties. Mais grâce à la MONUC, on a réussi à unifier le pays. Le gouvernement de 1+4 a régné sur tout l'ensemble du pays. Il n'y avait plus de parti RCDM. Okay. Voilà. Donc, mission réussie sur le point, mettre fin à la guerre, unifier le Congo, mettre en place le gouvernement d'union nationale sous forme de 1+4. C'était un succès. 1+4 a fonctionné. C'est une formule exceptionnelle qui n'a jamais existé dans le monde. Un président plus 4 vice-présidents, ça a fonctionné. Encore, organiser les élections. La MONUC à l'époque avait cette mission, d'organiser les élections de 2006. Les élections de 2006 étaient sous la conduite de la MONUC. Quand on a créé la CI, la Commission électorale indépendante, avec Abbé Malumalu à l'époque, qui a commencé en 2004, pour préparer les élections de 2006. C'était une réussite. Encore quand il y avait des conflits en 2007, après les élections de 2006, quand il y a eu affrontement entre les éléments du gouvernement et les éléments de Bemba en mars 2007, la MONUSCO et la communauté internationale a réussi. Vous êtes en train déjà de parler des points forts de la MONUSCO et puis à la suite de l'émission, nous allons revenir là-dessus. Mais est-ce que quelle est la mission principale de la MONUSCO actuellement en RDC? La mission principale. La dernière résolution. Parce que quelque part, nous sommes en train de constater, il y a même les auditeurs ou les Congolais ou encore le monde qui constatent qu'il y a encore la force régionale qui on parlera de tout ça. Et, bon, ensuite, quelle est maintenant la mission de la MONUSCO? Si c'est pour imposer la paix, si c'est pour observer, si c'est pour susciter, alors comment... La dernière résolution, puisque la MONUSCO obtient sa mission dans les résolutions du Conseil de sécurité. Et la résolution du Conseil de sécurité qui donne le mandat à la MONUSCO est votée pour une année. Donc, dans quelques jours, dans une semaine ou 10 jours, le Conseil de sécurité va prolonger le nouveau mandat de la MONUSCO. Ah bon? Donc, le mandat actuel, d'ici 10 jours, nous aurons une semaine. Prolonger le mandat. Oui, il sera prolongé d'une année. D'une année encore. Avec quelle mission? Bon, non, je donne d'abord la mission actuelle avant la prolongation. Okay. La mission actuelle, c'est quoi? Protéger les populations civiles. Protéger les populations civiles contre les menaces de groupes armés, contre les violences qui sont engendrées, qui sont occasionnées par les groupes armés, par les forces de sécurité et de défense. Protéger les populations civiles contre les violences de toutes formes. Population civile, ça c'est la première mission. La deuxième mission, je résume. Oui. La deuxième mission, c'est d'imposer la paix, de restaurer la paix dans les régions qui étaient en violence, qui ont connu des violences. Donc, protéger les populations civiles, restaurer la paix dans les régions troublées par les violences. 3, c'est accompagner le gouvernement congolais, accompagner et soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de paix et dans ses efforts de rétablir un état de droit. Donc ça c'est troisième mission. Quatrième mission, c'est consolider la paix, soutenir les réformes démocratiques qui soutiennent et lutter contre l'impunité. Voilà un peu globalement la mission. Je résume les missions de la MONUSCO. Protection des civils, restauration de la paix, accompagner... Et soutenir les efforts du gouvernement dans la restauration de la paix et soutenir les réformes démocratiques et l'état de droit, lutter contre l'impunité. Ça, c'est la mission actuelle. Actuelle. Et dans sa mission actuelle, cette mission-là, globalement, sera reconduite. Reconduite. Je suis quelqu'un qui participe beaucoup dans ces négociations-là. La mission qui ne réussit pas, et puis elle pourrait facilement être... Et il faut dégager les bilans. Les bilans, c'est qu'à ce qui concerne la protection des populations civiles contre les violences, la MONUSCO a réduit sensiblement les violences quand même.
Puisque la première mission pour protéger les populations civiles n'incombe pas toujours à la MONUSCO, incombe d'abord au gouvernement congolais. Il appartient au gouvernement congolais de protéger ses citoyens. La MONUSCO, comme je disais là, dans le 3e mandat là, c'est de soutenir les efforts. C'est-à-dire ce que le gouvernement fait en matière de protection, la MONUSCO vient soutenir. La MONUSCO, comme on dit, c'est l'invité du gouvernement congolais. L'invité ne peut pas faire tout le travail de votre maison sans vous. L'invité peut vous apporter un appui, 3 casiers de bière à la fête, 5, mais c'est vous qui organisez la fête. C'est vous qui organisez votre maison. C'est vous d'abord qui devez défendre les populations et leurs biens. La MONUSCO vient maintenant au secours pour dire. Alors, la MONUSCO donc a cette mission-là. Cette mission sera reconduite. Sera reconduite pourquoi? Puisqu'ils ont commencé de dialoguer avec le gouvernement congolais. Depuis 3 ans, on parle maintenant de retrait stratégique, le plan de retrait stratégique de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Puisqu'en tant que mission, c'est une mission. Oui, les plans de retrait stratégique. C'est-à-dire, les retraits doivent se faire d'une manière ordonnée, pas d'une manière désordonnée. Qui conditionne cela? Mais c'est le gouvernement congolais et la communauté internationale. Si la population congolaise manifeste déjà les dégoûts... la personne qui engage, qui représente les populations, c'est le gouvernement. Au niveau international, les populations ne parlent pas. Au niveau international, le représentant du peuple congolais, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit parler au niveau international. Et c'est notre gouvernement qui parle avec la communauté internationale, qui a envoyé la MONUSCO. Et notre gouvernement s'est mis d'accord avec la communauté internationale pour dire que la MONUSCO, son départ va se faire d'une manière stratégique, c'est-à-dire se retirer progressivement, pas se retirer de toute la République au même moment. C'est pour cela que la MONUSCO s'est retirée de Kisangani en juin 2019. C'est pour cela que la MONUSCO vient de se retirer maintenant de Kananga. La MONUSCO vient de se retirer encore d'Uvira. C'est le retrait ordonné et stratégique, responsable. On ajoute encore ça, Gilles. Un peu de précision. Quand la MONUSCO se retire d'un coin, elle va où? Donc, elle se déploie vers un autre coin. On réduit ses effectifs. Puisque c'est aussi important. La MONUSCO a des effectifs militaires, qui avaient des effectifs militaires de l'ordre de plus de 20 000 soldats. 20 000 soldats casques bleus de la paix étaient au Congo. À l'heure actuelle, ils sont plus 20 000. Ils sont restés entre 16 000 et 17 000. C'est-à-dire, quand ils se retirent, il y a des troupes qui rentrent chez elles, qui rentrent dans leur pays. Mais il y a d'autres qui restent. Mais alors, le retrait, c'est la diminution des troupes. Quand ils se retirent de Kisangani, c'est que ceux qui étaient à Kisangani rentrent chez eux. Ou bien, le nombre diminue. Donc, c'est pour vous dire, nous avions plus de 20 000 soldats, des casques bleus. Maintenant, il reste à peu près 16 000. Mais il y a aussi des effectifs civils. Il n'y a pas que des militaires. Il y a les personnels civils de la mission, constitués internationaux et de nationaux. Parce que nous avons aussi nos frères congolais qui travaillent à la MONUSCO. Quand la MONUSCO se retire d'un coin, donc le personnel national cesse de faire partie de la MONUSCO et rentre. Donc les effectifs aussi militaires et civils diminuent. Voilà. This masking. Oui. Donc, en tant que chercheur, analyste et des choses comme ça, où est-ce que la MONUSCO a déjà réussi à travers le monde? Là où se trouve sa présence. Donc, vous allez dire que la MONUSCO était soit à l'Ukraine, soit ici, soit là. Et puis, donc, il y a eu quand même une bonne chose, ou bien la paix. La MONUSCO, les missions de paix, en général, comme on appelle les missions de paix des Nations Unies, qui ne s'appellent pas toujours MONUSCO. Ailleurs, ça s'appelle les missions de paix des Nations Unies dans le monde, les missions de paix des Nations Unies dans le monde, où elles ont déjà réussi. Moi, je peux donner un exemple qu'elles ont donné quand même des résultats satisfaisants. La réussite, ça dépend des éléments que vous mettez dans la réussite. Ce n'est pas comme un examen pour dire que la MONUSCO va avoir 60%, 70%, mais les résultats. Je donne le cas de l'Angola. Il y a eu une guerre qui a duré plus de 25 ans, une guerre civile en Angola. Grâce à la mission des Nations Unies, la guerre s'est terminée. On a mis en place un gouvernement d'union nationale. La guerre s'est passée entre le gouvernement
du président qui est décédé, Savimbi. non, les rebelles Savimbi, et avec le président Eduardo dos Santos, à l'époque c'était Neto, ils se sont battus entre l'UNITA et les MPLA. Les MPLA, c'est le parti qui est au pouvoir maintenant, le président, voilà. Les MPLA et UNITA se sont battus plus de 25 ans. Mais grâce à la communauté internationale avec la mission de paix, la guerre s'est arrêtée. Et l'Angola s'est unifiée. Ça, c'est la réussite. Non? Puisque les missions de paix, leur première mission, c'est d'arrêter la guerre. Partout où il y a la guerre, que la guerre cesse. Après, il peut y avoir des problèmes, mais la mission, c'est d'arrêter la guerre. Arrêter la guerre, c'était déjà un élément de réussite. Je vais encore au Kosovo, en ex-Yougoslavie, qui a été éclaté en plusieurs pays. Nous avons la Serbie, nous avons la Croatie aujourd'hui, la Serbie. Mais la mission était d'empêcher que les tueries prennent de grandes ampleurs. Donc là, la mission de la paix a pu empêcher les génocides qui étaient en train de se passer là. La tuerie à grande masse de populations civiles. La mission a réussi. Là, c'est quand même, on n'a pas connu les génocides, comme au Rwanda. Et deuxième mission, je vous donne un élément en Kosovo, en Serbie, en Croatie. Deuxième élément de réussite, c'était quoi? La paix est revenue. Mais malheureusement, l'ex-Yougoslavie était divisée en 3 pays. Le Kosovo, la Serbie, la Croatie. Bon, quand même, voilà. Troisième mission, la lutte contre l'impunité dont je vous ai parlé, l'état de droit. On a mis en place un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour juger les grands criminels, les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité, les auteurs de génocides ont été jugés. Il y a eu quelques jugements, il y a eu quelques condamnations. Donc, le tribunal qui a été mis en place là, c'était par les Nations Unies. Encore même pour le Rwanda, même si on dit que les Nations Unies n'ont pas réussi à arrêter, à empêcher les génocides. Mais les Nations Unies ont poursuivi les auteurs de génocides avec l'installation du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a siégé à Arusha en Tanzanie, qui a condamné beaucoup de personnes qui ont commis les génocides et qui a donné en droit ce qu'on dit des bonnes jurisprudences, c'est-à-dire des jugements, des décisions de justice exemplaires qui sont appliquées, qui ont inspiré beaucoup de gens. Par exemple, les viols. Les viols comme élément constitutif des crimes internationaux, les génocides, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Avec la jurisprudence à Akayesu, c'était un génocidaire du Rwanda. Voilà. Donc, on a démontré que le viol est un élément constitutif des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est aussi des contributions importantes des Nations Unies lorsqu'il y a la crise. Mais la réussite ne peut pas être totale. Donc, il y a aussi des points de faiblesse. Des points de faiblesse, c'est que, par exemple, dans notre pays, il y a toujours des mouvements rebelles qui naissent. Voilà. Certaines, comme les M23 aujourd'hui. Certaines sources congolaises accusent la MONUSCO de jouer un double rôle, ou encore double G. Lesquels, concrètement? Tantôt, on collabore avec les rebelles, tantôt, on voit les gouvernements, on négocie avec les gouvernements pour les mandats, des choses comme ça. Et il faut donner des preuves. En droit, celui qui accuse, c'est celui qui doit démontrer. Malheureusement, cette rumeur, nous l'entendons depuis des années. Moi, je suis quelqu'un qui travaille là. La preuve pourrait être que le mandat et encore les années 22 ou 23, tel que vous le dites déjà. Oui, donc le gouvernement s'est mis d'accord avec la MONUSCO dans les plans de retrait jusqu'à 2024. Qu'en 2024, que le dernier élément de la MONUSCO quittera le pays. Il y a eu des événements de Goma récemment, les manifestations anti-MONUSCO à Goma, à Butembo, à Beni, où les populations, à travers tout le pays, où les populations demandaient le départ immédiat de la MONUSCO. Bon, le gouvernement a pris acte de ça. Le gouvernement a demandé à la MONUSCO qu'il rentre encore négocier un autre plan de sortie, puisque le dernier plan convenu, c'est à 2024. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ils ne se sont pas mis encore d'accord sur un nouveau plan qui va précipiter. Donc, au lieu de 2024, qu'ils quittent même en 2023. Mais ils ne se sont pas encore mis d'accord, ils sont en train de discuter. Et nous attendons. Mais en attendant cette discussion, le Conseil de sécurité, dans 10 jours maximum, va renouveler le mandat. Puisque le secrétaire général a dit que la MONUSCO est encore utile.
mais qu'il faut réduire les effectifs de la MONUSCO. Il faut que la MONUSCO se concentre dans les zones où il y a plus de violence. Je ne peux pas vous cacher, je suis quelqu'un qui suit ces négociations, qui participe en tant que sujet civil à ces négociations. La MONUSCO s'est retirée de Kananga, de Mbujimayi, mais la MONUSCO va rester à Kinshasa. À cause de quoi? À Kinshasa pour suivre les réformes démocratiques, suivre l'état de droit, dialoguer avec les autorités, puisque c'est la capitale. Si après, la MONUSCO va rester à Ituri, le degré de violence est encore élevé. Et que malgré l'état de siège, le gouvernement n'a pas réussi à diminuer le degré de violence. Puisque je vous ai dit deux concepts, deux éléments. Comme le gouvernement ne réussit pas à diminuer et que la MONUSCO est là, force d'imposition et des choses comme ça, et la MONUSCO aussi n'arrive pas à diminuer. En 2012, d'ailleurs, là où il y a la MONUSCO, il y a plutôt l'accentuation de en 2012, la MONUSCO a aidé le Congo avec sa brigade d'intervention rapide, là, la brigade d'intervention, a éradiqué les menaces, les violences des M23. Les M23 qui avaient pris la ville de Goma en 2012, grâce à la MONUSCO, les FARDC qui ont fait une alliance avec la MONUSCO ont chassé les M23. La réussite de la chasse, de faire sortir la MONUSCO, les M23 de Goma, était aussi la réussite à la fois de la MONUSCO et des FARDC. Ce n'était pas les FARDC seuls. La brigade d'intervention a fait le boulot. Ça, il faut qu'on souligne ça. Maintenant, dans les endroits où la MONUSCO est là, et on voit que les violences sont encore là, les menaces sont encore fortes. Bon, qu'est-ce qui arrive là? Le problème est complexe. Le problème est complexe. Il y a une part de la MONUSCO, il y a une part du gouvernement congolais. Vous avez entendu, je prends notre président à témoin. Le président lui-même, quand il a fait la mission d'inspection en Ituri, avait dit qu'il y avait des complicités internes. Il y avait des soldats, des officiers gradés de l'armée qui vendaient les armes, qui étaient impliqués. Le président a souligné ça. Et le président a mis en place un système judiciaire pour poursuivre ça. Ça montre que nous avons aussi une part de responsabilité. On ne peut pas. La MONUSCO a aussi sa part. La MONUSCO a aussi sa part, c'est que comme la MONUSCO a fait un bon boulot en 2012, en utilisant les hélicoptères, en faisant vraiment le combat avec la brigade, on ne voit pas la même brigade jouer le même rôle en Ituri. Peut-être ils ont peur de mourir aussi à notre place puisqu'ils sont des étrangers. Bon, voilà. Je donne un exemple, mais je ne comprends pas pourquoi la même MONUSCO qui a combattu les M23 en 2012 ne combat pas les ADF et les CADECO de la même façon en Ituri. Voilà. Bon, peut-être aussi la raison, c'est que nous avons aussi privilégié la coopération avec l'Ouganda, puisque l'Ouganda est venu nous aider dans les combats contre les ADF. À ce moment-là, peut-être, j'ai dit peut-être que la MONUSCO a dit, bon, ils ont appelé une autre force à ma place, voyons voir. Mais la finalité, c'est la paix, mais lorsqu'il n'y a pas... Maintenant, par rapport à la mission de la MONUSCO, nous sommes toujours là. Quelle différence faites-vous entre la mission des forces régionales, de la force régionale et celle de la MONUSCO sur le terrain? La force de la MONUSCO émane du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une force des Nations Unies. Tandis que la force régionale n'est pas une force des Nations Unies. C'est une force qui est créée par l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est. Les États de l'Afrique de l'Est, qui sont des États africains, tous, qui ont mis en place une partie des États africains réunis dans ce cadre, qui ont décidé d'envoyer la force régionale. Dans la force régionale, la MONUSCO n'est pas là. Oui. Donc, dans la force régionale, c'est constitué de Burundais, constitué des Ougandais, constitué de Kenyans, et des Tanzaniens. Pourquoi la présence de cette force? Ça montre que parce que la MONUSCO... C'est le gouvernement congolais qui a accepté. Le gouvernement congolais qui a accepté d'abord. Puisque nous sommes membres de l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est. Nous sommes devenus membres. Alors, notre dossier a été décidé là-bas et à ce niveau de Nairobi. C'est pour ça que les Kenya et les pays facilitateurs et le gouvernement de la RDC, avec les autres gouvernements de la région des Grands Lacs, qui sont membres de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, ont mis en place cette force régionale. Mais cette force régionale ne viendra pas combattre la MONUSCO, va collaborer avec la MONUSCO. C'est ce qu'avait dit le président Uhuru Kenyatta dernièrement. Le président Uhuru a dit, nous devons faire l'union.
Nous devons faire l'union MONUSCO, force régionale, pour attaquer tous les groupes armés, pas le gouvernement congolais, les groupes armés, c'est-à-dire les M23, les ADF Nalou, les FDLR, qui sont là, Codeco, pour qu'il y ait la paix. Bon, nous attendons voir aussi la force régionale, puisqu'on a trop critiqué la MONUSCO. On va voir aussi les résultats que va nous donner la force régionale. Et le président a donné une condition que le Rwanda ne peut pas faire partie de ça. Et là, nous remercions le président. Voilà. Puisque nous tous, les Congolais, ne sommes pas d'accord que le Rwanda soit. Bon, qui prend en charge la MONUSCO? C'est le gouvernement congolais ou bien ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est la communauté internationale, les Nations Unies. La communauté internationale réunie, les États réunis au sein des Nations Unies, qui contribuent avec l'argent. Il y a des grands contributeurs de la MONUSCO, par exemple les États-Unis. Les États-Unis donnent beaucoup d'argent à la MONUSCO. Le Canada donne beaucoup d'argent à la MONUSCO. L'Allemagne donne beaucoup d'argent à la MONUSCO. La France donne beaucoup d'argent à la MONUSCO. La Suède donne beaucoup d'argent à la MONUSCO. Je vous donne les grands contributeurs financiers de la MONUSCO. Mais le Congo n'est pas là. Le Congo contribue dans les Nations Unies, dans d'autres organisations. Mais en termes financiers, le Congo ne contribue pas aux finances de la MONUSCO. Ce sont d'autres pays. Je venais de vous citer. Et aujourd'hui, vous pouvez consulter ça sur Internet. Donc, le Congo ne donne pas la contribution à la MONUSCO. La MONUSCO, c'est les États-Unis. Et le budget de la MONUSCO, c'est à peu près 1 milliard. C'était même 1,5 milliard par an. Mais maintenant, c'est 1 milliard de dollars. À peu près 1 milliard de dollars qui sont consacrés. Mais qui viennent de ces pays-là. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur, parce que nous avions essayé d'anticiper là-dessus, les points forts de la MONUSCO en RDC? Les points forts de la MONUSCO, je venais de donner tout à l'heure. Ça a permis quand même la fin de la guerre. De la grande guerre, des grandes guerres que nous avons connues. Puisque le Congo a connu plusieurs guerres. Hein. Donc, la MONUSCO a contribué à la fin de ces grandes guerres. Donc, voilà. 2, la MONUSCO a unifié le pays, a contribué à l'unification du pays. 3, la MONUSCO a contribué à l'État. Donc, à ce que l'État congolais soit un État unique, unifié. 4, la MONUSCO a contribué aux élections. En termes de finances, les élections de 2006 ont été financées largement par la communauté internationale à travers la MONUSCO. En 2006, pas en 2011. 2011, c'était le Congo. En 2018, le Congo seul. Et cette fois-ci encore, on dit que c'est le Congo, le gouvernement congolais seul qui va financer. Donc, j'ai dit, ce que la MONUSCO a contribué aussi, c'est à faire le plaidoyer sur la RDC. Donc, la MONUSCO parle beaucoup de la RDC, des problèmes de la RDC. Aujourd'hui, les problèmes de la RDC sont connus au niveau international, au Conseil de sécurité, par le fait que nous avons une mission de paix au Congo. Tous les 6 mois, le secrétaire général est obligé de donner un rapport. Donc, les problèmes de la RDC sont bien connus. Ne sentez-vous pas qu'il y a vraiment une certaine... Je m'attendais que vous me posiez la question de faiblesse maintenant. Oui, je vais vous poser cette question-là, mais revenons un peu là. Donc, une sorte d'accalmie ou encore le silence de la communauté internationale par rapport à la guerre de l'Est et ce qui se fait maintenant. Parce que la communauté internationale, malgré que la MONUSCO est en train de... Il y a des plaidoyers, il y a des choses, mais nous ne sentons pas vraiment la participation de la communauté internationale par rapport à cette guerre. Bon, c'est ce que veut le Congolais. Hein. Donc, les problèmes de l'Est sont mieux connus. Hein. Sont connus. Je vous dis, sont connus au niveau de la communauté internationale. Les Nations Unies parlent des problèmes. Les Nations Unies ne cachent pas que le Rwanda est derrière les M23. Les experts des Nations Unies ont donné ces éléments de preuve. Ont donné même des images satellitaires qui montrent comment les soldats rwandais traversent la frontière. Les experts ont dénoncé ça. Ils n'ont pas parlé que du Rwanda. Ils ont parlé aussi de l'Ouganda. Ils ont déposé ces rapports aux Nations Unies. Les experts des Nations Unies, c'est clair. On a nommé le Rwanda. C'est grâce aux Nations Unies. Mais c'est que les Congolais veulent qu'il y ait la fin de la guerre. Qu'il y ait le M23 soit réduit. Mais dans le M23, on doit être objectif. Moi, je suis un analyste. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui parle comme ça. Dans le M23, il y a des Rwandais, il y a aussi des Congolais. On ne peut pas nier qu'il y a des Congolais dans le M23. Même s'ils sont moins nombreux, mais ils sont là. Mais vis-à-vis de ces Congolais-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les ramener au Rwanda. Mais les Congolais-là qui combattent leur gouvernement,
qui détruisent leur pays ont leur part de responsabilité. Les Congolais du M23, je dis bien. Il y a quelqu'un comme un Bertrand Bichim. C'est connu que c'est quelqu'un de Mouchi. Donc, il y a quelques Congolais qui sont là. Il y a quelques Nandes qui sont là. Je ne stigmatise pas une communauté. Mais je dis qu'il y a quand même des Congolais, même s'il y a la majorité de Rwandais. Alors, on veut la fin de la guerre. La fin de la guerre, pour nous, je l'ai toujours dit, je le répète ici, il faut qu'on ait une armée forte. Une armée unifiée, une armée disciplinée, une armée motivée. Mais l'armée congolaise est forte parce qu'elle fait face à... Mais il faut la motiver, il faut la motiver. Je suis aujourd'hui content qu'il y ait tous ces mouvements de mobilisation, tous ces mouvements de soutien à notre armée. Notre armée mérite, mais ce soutien ne peut pas rester seulement au niveau de la parole, au niveau des marches. Il faut donner les moyens à l'armée. Les moyens. Alors, les points faibles de la MONUSCO, c'est quoi? La MONUSCO a des problèmes de fonctionnement interne. On voit le fait qu'il y a beaucoup de troupes, il y a beaucoup de troupes qui viennent pas pour faire la guerre. Or, nous avons besoin des gens qui vont nous aider à mettre fin à la guerre. Beaucoup de troupes, vous voulez faire allusion. C'est-à-dire, nous avons 20 000 personnes qui étaient là à l'époque. Aujourd'hui, 16 000 soldats. 16 000 soldats de la paix. Mais qui ne mettent pas fin à la guerre. À quoi ils sont? Pour nous, quand on voit un militaire, c'est pour se battre. Mais or, les militaires de la MONUSCO ne sont pas prêts pour se battre. Alors, quand ils ne viennent pas pour se battre, ils viennent faire quoi? C'est ce que les Congolais demandent. Si quand nous voyons un militaire, pour nous, tout militaire, c'est pour se battre. Alors, les militaires de la MONUSCO, ce n'est pas pour observer, ce n'est pas pour faire le monitoring et compter les morts, mais c'est pour se battre. Donc, nous voulons que la faiblesse. La faiblesse aussi, c'est quoi? La faiblesse, c'est quoi? C'est que la MONUSCO n'a pas de moyens importants pour mettre en œuvre son mandat. Il faut beaucoup de moyens. Aujourd'hui, la même MONUSCO, je vous dis ce que la MONUSCO dit, hein. Ce n'est pas moi. La MONUSCO dit que les troupes rwandaises qui sont entrées chez nous, qui soutiennent M23, qui luttent avec M23 contre nous, sont super équipés. Ils ont des moyens formidables. Plus que la MONUSCO. Plus que la communauté internationale. C'est ça qui est une faiblesse aussi. Comment on peut envoyer des troupes au Congo sans moyens? Mais il faut que la MONUSCO puisse avoir tous les moyens nécessaires, modernes, équipements forts, pour faire face aux armées. Ça, c'est une faiblesse. En une minute... Une autre faiblesse, c'est qu'il reste longtemps au pays. 23 années, quand même, c'est beaucoup. Sans terminer l'essentiel, et chaque fois on prolonge, mais on doit se soucier d'avoir les résultats efficaces. 23 ans, quand même, c'est beaucoup. C'est ça que j'ai dit. Voilà. L'avenir de la MONUSCO en RDC, comment vous voyez par rapport la MONUSCO est en train de partir. La MONUSCO va partir. La MONUSCO doit partir. J'ai dit c'est ça. Donc, mais ce que je crains, que la MONUSCO laisse un vide. C'est-à-dire tout ce que la MONUSCO a fait comme travail après son départ risque d'être balayé. Alors, il faudrait qu'on soit juste pour dire que la MONUSCO doit partir, mais il faut que l'État congolais, on renforce l'État congolais. La MONUSCO part en renforçant l'armée congolaise. C'est-à-dire l'armée congolaise doit avoir le moyen nécessaire pour faire le travail que la MONUSCO faisait. C'est-à-dire il faut équiper l'armée, il faut motiver l'armée, il faut qu'aujourd'hui cet argent qu'on donne même à la MONUSCO, une partie de cet argent qu'on donne à l'armée congolaise. Nous avons suivi que l'Union européenne... À 30 secondes, parce que nous trouvons que bientôt nous allons suivre les infos en termes de Kinshasa, les vraies revendications de M23. Bon, les revendications de M23, je ne les comprends pas. Le M23 dit tout simplement qu'il y avait des accords qu'il avait signés avec le gouvernement congolais. D'abord avant l'arrivée du président Tshisekedi. Ensuite, quand le président Tshisekedi est arrivé en 2019, les éléments de M23 étaient à Kinshasa. Ils ont négocié avec le président. Il y a eu des promesses, mais il n'y a pas eu un accord. Le président Tshisekedi n'a pas signé un accord avec le M23. Mais c'est le gouvernement passé qui a vu. Alors le M23 revendique le respect de ça et leur retour. Ils revendiquent leur retour au pays et leur intégration dans l'armée. Et c'est que nous refusons. Nous refusons que les criminels de guerre puissent réintégrer notre armée sans passer par la justice et être jugés et condamnés. Voilà. Ce serait une prime à l'impunité. Votre conclusion par rapport à la mission, par rapport au thème du jour. À la mission, donc la mission a eu
La mission actuelle a eu quand même ses points forts, a eu aussi ses points faibles, comme toute œuvre humaine. Mais aujourd'hui, 23 ans après, je crois qu'il faut qu'on envisage son départ. Et son départ doit être un départ responsable, pas précipité. C'est-à-dire, la MONUSCO part, on renforce l'État congolais. On renforce l'armée et la sécurité pour jouer efficacement le rôle que la MONUSCO jouait, et même plus que la MONUSCO. Merci. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut qu'on organise. Merci, Dismas Kitenge. Merci, Papi Issia. Nous avions parlé d'un sujet très important avec notre invité. Vous l'avez bien senti, c'était la mission actuelle de la MONUSCO en RDC. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.